L'entreprise Google était en hausse en bourse à l'ouverture ce vendredi suite à l'annonce de très bons résultats, d'un dividende trimestriel qu'ils vont commencer à payer et d'un plan massif de rachat d'actions. C'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui en vidéo ensemble. On regardera donc d'abord les résultats de l'entreprise, ensuite on va écouter les commentaires de la direction et en fin de vidéo je vous réponds à la question: est-ce que j'achète, est-ce que je vends ou est-ce que je conserve? L'entreprise est actuellement à un plus haut historique et au moment où je vous enregistre cette vidéo, vendredi matin, on devrait ouvrir à l'ouverture cet après-midi autour des 170$, ce qui ferait un nouveau point haut historique. Je mentionne toujours quand je suis actionnaire d'une entreprise parce que ça peut forcément influencer mon jugement puisque j'ai décidé d'acheter l'action. Et sachez qu'actuellement j'ai 45 actions dans mon portefeuille avec une plus-value latente qui est un peu plus de 50% avant l'ouverture, donc on devrait être un petit peu plus haut après l'ouverture. Je devrais donc me retrouver avec une position autour de 7000$ pour 45 actions. On verra à quel prix clôture l'entreprise vendredi soir. Sachez que c'est une entreprise dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, notamment fin 2022, début 2023, et je l'avais acheté parce que je la trouvais assez peu cher à l'époque. Et si vous vous rappelez, c'était la période où ChatGPT faisait beaucoup de bruit. On avait entendu de partout que l'entreprise allait faire faillite, c'était certain, et que leur business de recherche était complètement foutu. Et ça vous montre encore une fois à quel point le narratif du marché peut être puissant sur le court terme. Alors j'exagère un petit peu les traits, évidemment que l'entreprise n'était pas foutue, et évidemment que tout le monde ne disait pas ça. Cependant, on avait vraiment une psychologie très négative à ce moment-là, du court terme. Et quelle leçon ça a été, qu'est-ce que ça me fait sourire de savoir qu'à l'époque, on a pu acheter du Google pas loin des 80$. C'était la même chose si vous vous rappelez avec Meta qui était foutu à cause du métaverse et le patron qui était devenu fou. Alors j'en reparle de temps en temps parce que pour moi c'est des bonnes leçons et actuellement vous avez d'autres secteurs ou d'autres entreprises qui souffrent de cette même mentalité. Et je me rappelle à l'époque que vous étiez aussi nombreux à l'acheter, donc félicitations parce que je pense qu'aujourd'hui vous ne le regrettez pas. Au niveau des résultats de l'entreprise, c'est difficile de trouver des choses qui déplaisent. J'ai trouvé quelques points qu'on mentionnera ensuite, notamment au niveau du cash flow statement. Globalement quand même la direction précise qu'on a une très forte croissance aussi bien sur le moteur de recherche que YouTube que le cloud. On est quand même parti sur une augmentation d'une année sur l'autre de 15% du chiffre d'affaires, alors que l'année d'avant, on avait fait seulement plus 3%. Et au niveau du passage très difficile en 2021-2022, on avait même eu des trimestres avec de la croissance négative. Donc l'entreprise a clairement remonté la pente. On a une marge opérationnelle qui est passée de 25% l'année dernière à 32% cette année. Là, on retrouve le fait qu'ils sont en train de devenir de plus en plus productifs et on le verra aussi dans le slide d'après. Et je tiens à préciser qu'on est passé d'une marge nette de 21,5% il y a un an, ce qui est déjà excellent. Bon, en même temps, on fait quand même globalement du logiciel, donc c'est pas non plus étonnant. On est revenu à 29,3% de marge nette sur ce trimestre, soit une augmentation de 36%. Et si on décompose un petit peu cette croissance, on fait plus 14% sur les recherches au niveau des revenus, on fait plus 20% sur YouTube et sur tout ce qui est la publicité, on est à plus 13% d'augmentation du chiffre d'affaires. Et ensuite sur le cloud, on vient de faire plus 28%, donc toujours une très forte croissance. Ce qui nous amène du coup à une croissance, comme on le disait, sur un an de 15% sur le chiffre d'affaires. Au niveau de la productivité qui est en train de s'améliorer, on en parlait. Si vous vous rappelez à l'époque, Google avait annoncé qu'ils allaient resserrer la vis d'un point de vue de la productivité, d'être efficace au travail, etc. Il y a eu aussi une baisse du nombre d'employés et globalement c'est pas mal de choses qui montrent que l'entreprise est en train de resserrer la vis, qu'on a passé un moment difficile et qu'on est en train de se remettre à fond dans le business pour réaugmenter les marges et être plus productif. Je vous ai mis ici aussi l'évolution du chiffre d'affaires en pourcentage pour vous montrer la période difficile qu'on a traversée. Donc vous voyez qu'en 2021, vers la fin de la pandémie, on avait des très beaux chiffres, on était sur du 11%, même jusqu'à 15% de croissance. Ensuite, on a eu un passage très difficile début 2022 où justement on a pas mal acheté l'action entre fin 2022 et début 2023 et là on a vu des trimestres difficiles et si vous regardez, ça y est, on est en train de remonter la pente, on a refait du 12% le trimestre d'avant et là en annualisé, on est à 15% si on compare au trimestre d'avant. Donc clairement, le passage difficile a l'air d'être fini, évidemment prudence pour l'avenir et vous ferez vos propres analyses et votre propre opinion, mais je voulais vous montrer qu'effectivement l'entreprise a passé quelques années difficiles et elle a su reprendre les commandes. Et en parlant de l'historique, on peut aussi aller regarder ce qui s'était passé sur les marges et sur la valorisation. Vous voyez que les marges tenaient bien globalement en 2022 malgré le chiffre d'affaires qui était en baisse et d'ailleurs à l'époque on en avait parlé que justement c'était rassurant. Par contre, si vous regardez les valorisations, vous voyez qu'effectivement on avait touché des points bas aussi bien sur le prix par rapport au chiffre d'affaires que le prix par rapport aux bénéfices, le prix par rapport au flux de trésorerie disponible et si vous regardez aujourd'hui, on est clairement en train de revenir sur des valorisations plus chères. Mais ça, on en parlera en dernière partie de vidéo. Ensuite, d'un point de vue des actifs et des passifs, c'est une entreprise qui est toujours impressionnante. Si vous regardez au niveau du cash et des équivalents, on est à plus de 110 milliards. Et si vous prenez les passifs court terme, on est à 81 milliards, presque 82. Et les passifs totaux, on est à presque 120 milliards. Ce qui veut dire que l'entreprise, sans même parler d'actifs long terme, en parlant juste de cash
court terme, on est capable de rembourser tous les passifs. Donc clairement, l'entreprise, c'est solide à ce niveau-là. Si on continue, je voulais vous montrer ici au niveau du cash flow. Globalement, l'entreprise a un flux de trésorerie disponible, cependant, il est en baisse puisqu'ils sont en train d'investir massivement. Si vous regardez, on a bien le cash issu des opérations et si on y retranche les capex, donc tout ce qui est investissement de machines, d'usines, de bureaux, etc., vous voyez qu'on se retrouve entre 16 et 17 milliards de flux de trésorerie disponibles. Et je tiens à préciser, parce que j'aime bien regarder le flux de trésorerie disponible en retranchant les compensations données en actions, par exemple, aux employés. Vous voyez déjà que le nombre d'actions distribuées est un petit peu en baisse, ce qui est logique aussi puisqu'on a enlever des employés, mais je tiens à le préciser parce que si on a le CAPEX qui continue à augmenter, le cash issu des opérations qui reste à peu près pareil et qu'on n'arrête pas non plus de continuer à payer des actions, ce qui je pense ne va pas arriver, on pourrait se retrouver avec un flux de trésorerie disponible qui va commencer à se rapprocher de zéro. Et c'est le seul petit bémol que j'aurais pu trouver, évidemment en grattant pour en trouver d'autres, mais dans les grandes lignes, c'est un point que je voulais mentionner parce que ça va être important dans l'analyse. Aussi, ça veut dire que si on investit beaucoup plus, le flux de trésorerie disponible va être beaucoup moins stable et donc si on fait des projections dessus, il faudrait être plus prudent, il faudra peut-être plutôt aller voir par exemple les bénéfices. On continue avec l'entreprise qui va commencer à payer un dividende. À l'instar de Meta qui l'avait annoncé il y a quelques mois, maintenant Google s'y met aussi. J'ai fait le rendement rapidement, on devrait être entre 0,4 et 0,5% selon le cours de l'action au moment où on achèterait l'entreprise. Pour le faire, c'est tout simple, vous prenez 4 trimestres fois 20 centimes de dollars par action, vous divisez par le cours de l'action fois 100 et vous avez le rendement. Et là, je me pose la question, est-ce que l'entreprise, vu qu'elle retrouve de la croissance, qu'elle gagne beaucoup d'argent aussi avec des marges élevées, est-ce qu'elle n'aurait pas un petit peu l'ambition de devenir une action à dividende croissant? C'est une question que j'aimerais me poser. Et ce que j'aime aussi me dire quand je vois ce genre de choses arriver, c'est que l'entreprise va attirer de nouveaux investisseurs qui sont intéressés par des entreprises plus matures. Par contre, à l'inverse, attention, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus que l'entreprise baisse sa croissance et qu'elle continue à investir. Donc des points à surveiller. Ils vont aussi racheter des actions. Ils ont donné l'autorisation pour 70 milliards de dollars de rachat, ce qui fait que s'ils faisaient aujourd'hui, évidemment, ça va se passer sur de nombreux mois, c'est pas en un jour, mais globalement, à la capitalisation du moment, ça représente 3,5% du prix de l'entreprise. Donc aussi bien le dividende que le rachat d'actions, c'est deux façons de retourner du cash disponible, donc le cash qu'on produit, qu'on a vu tout à l'heure en flux de trésorerie disponible notamment, parce que s'il était négatif, il faudrait toucher aux réserves de cash ou lever de la dette si on n'a pas de cash, mais vu que là on est en positif, c'est bon. C'est donc globalement de l'argent qui est redistribué aux investisseurs, aussi bien via un dividende que via du rachat d'actions, ce qui est une très bonne chose puisqu'on investit aussi pour ça. On passe maintenant aux commentaires de la direction. Alors, le earning call, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, j'ai retenu que quelques points, je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Tout d'abord, on a une très bonne prévision de croissance sur le cloud et sur YouTube. Il prévoit 100 milliards fin 2024, en 12 mois glissants évidemment, ce qui est beaucoup plus qu'actuellement, et donc clairement, c'est aussi pour ça que l'entreprise réagit bien en bourse, parce qu'on a eu des très bonnes projections dans le futur. Il précise aussi qu'il monte en puissance au niveau de l'intelligence artificielle et du cloud, notamment avec une accélération qui constate dans les recherches. On a vu que les revenus remontent. Alors, c'est parce qu'il y a plus de recherches, peut-être grâce à l'IA, comme ils aiment le dire. Cependant, je vais mettre un bémol aussi. Il y a des entreprises qui ont réaugmenté les budgets de publicité. On l'a vu notamment chez Meta et dans d'autres entreprises. Donc, clairement, évidemment que ça va dans leur sens de dire ça, mais c'est aussi parce que les entreprises redépensent plus. Ils ont aussi 6 produits avec plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Donc on parle souvent par exemple de Meta avec leurs utilisateurs actifs chaque mois sur leurs applications, mais c'est aussi le cas de Google, ils ont énormément d'utilisateurs mensuels. Et d'ailleurs vous le voyez aussi bien avec YouTube qu'avec les téléphones Android, qu'avec le cloud, Google Photos, Gmail, etc. C'est des business qui tout doucement commencent à monétiser. Sur les téléphones, dès qu'on atteint 100 gigas de photos, il faut commencer à payer un petit peu tous les ans. Le YouTube Premium, la publicité, etc. Donc clairement, ils monétisent ces utilisateurs et ils ont énormément d'utilisateurs sur plusieurs applications. Ils précisent aussi qu'ils viennent de passer les 100 millions d'utilisateurs YouTube Premium, donc ça permet d'avoir les vidéos sans publicité, mais aussi la musique. Et donc clairement, c'est des revenus récurrents. Personnellement, j'ai YouTube Premium et j'ai beaucoup de mal à m'imaginer revenir en arrière parce que c'est très agréable de pouvoir écouter les podcasts en verrouillant le téléphone, de ne pas avoir de publicité, etc. Et je pense même que c'est pas la première dépense que je couperais si je devais passer des mois difficiles, parce que c'est à titre personnel un outil que j'utilise beaucoup pour mon éducation et c'est quelque chose dont j'aurais du mal à me passer. Ils ont aussi précisé, ça revient un petit peu avec ce que je disais avant quand on regardait les chiffres de l'entreprise, les capex, donc les investissements vont rester élevés. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas investi autant et en ce moment ils mettent beaucoup d'argent notamment dans tout ce qui est intelligence artificielle, serveurs pour le cloud, etc. Et donc ça pourrait créer un narratif négatif, on verra dans le futur si c'est le cas, où les investisseurs pourraient commencer à dire le flux de trésorerie disponible se rapproche de zéro, ils dépensent de trop, on ne rentre pas assez d'argent, ils vont commencer à toucher dans le cash.
On verra bien, mais je tiens à le préciser, ça pourrait être aussi dangereux d'un point de vue narratif parce que ce flux de trésorerie disponible qui est du coup réduit par les capex, puisque c'est le cash issu des opérations auxquelles on retranche les investissements, et bien c'est aussi du cash qui est utilisé pour payer le dividende et pour les rachats d'actions. Donc c'est un point qui pour moi reste à surveiller. Maintenant, est-ce que j'achète l'entreprise? Tout d'abord, je voudrais regarder rapidement avec vous la valorisation. On voit globalement on était sur des points bas en 2023, en grande partie vers où on a acheté sur la chaîne, et je sais que vous avez été aussi beaucoup à l'acheter comme je disais plus tôt. Aujourd'hui, on revient quand même sur des niveaux qui sont plus raisonnables historiquement. Si vous regardez le PER, on est sur une médiane à 28,7 et actuellement on est à 26, donc un tout petit peu en dessous. Ensuite, au niveau du flux de trésorerie disponible auquel on retranche les actions distribuées, on est sur une médiane à 42 pour le ratio actuel à 41,3, donc globalement on est sur les médianes historiques. Et pour information, ici on regarde sur 10 ans, depuis 2014. Et si vous prenez le prix par rapport au chiffre d'affaires, on est à 6,3 contre une médiane à 6,25. Donc on est en ligne avec les prix historiques. L'entreprise n'est pas complètement surévaluée, en tout cas d'un point de vue des ratios que lui donne le marché à tout moment, et on regarde historiquement, mais elle n'est pas non plus très sous-évaluée. Maintenant, évidemment, je tiens à le rappeler, faites vos propres analyses, je ne vous donne pas de conseils, et ici on va voir ce que moi je fais personnellement. La première chose que je tiens à dire, c'est que je peux me permettre de prendre mon temps car je suis déjà investi, ma position est construite. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes chiffres à jour. Ils ont maintenant un petit peu plus de 6 mois et donc il est temps de refaire une boucle parce que l'entreprise a eu des très bons résultats. J'en parlerai d'ailleurs peut-être au prochain résultat dans 3 mois. On verra selon ce que je trouve et selon les nouvelles du moment parce qu'il y a toujours des sujets chauds sur le marché et j'avoue que c'est dur de parler de toutes les actions tout le temps. Mais je veux surveiller la tendance, confirmer que 2024 se comporte bien et que ça va être une bonne année. Je tiens aussi à dire que si je prends mon ancien principe, qui n'est pas non plus extrêmement vieux, il a moins d'un an, on est clairement sur des niveaux qui sont trop élevés pour moi, et je me permets de dire ça aussi encore une fois parce que j'ai déjà une position en portefeuille. Et si on revient sur ce que je disais juste avant, on est sur les médianes d'un point de vue de la valorisation historique donnée par le marché. Donc clairement, ça ne me choque pas, et c'est pour ça que je ne vais pas vendre. L'action n'est pas complètement surévaluée au point que je voudrais la vendre, en tout cas d'un point de vue de ce que je vois de les valorisations, c'est mon avis, et clairement je ne vais pas vendre parce que je ne la trouve pas non plus à une valorisation que je ne pourrais pas justifier. La croissance est de retour, l'entreprise est clairement en train de bien se comporter pour moi et il n'y a aucune raison que je la vende, je vais la conserver, surtout que c'est un business que j'apprécie toujours autant et dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne auparavant. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous avez notamment en description des liens avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Passez aussi sur Instagram, je réponds généralement aux DM sous quelques jours. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.